Saviez-vous qu'on pouvait voyager dans le temps avec une simple recette de cuisine? Aujourd'hui, je vous emmène au cœur du Moyen-Âge, dans les cuisines fastueuses de l'Andalousie, pour découvrir un dessert légendaire, le khabis. Ce n'est pas juste un gâteau, c'est un morceau d'histoire, une douceur dont les recettes ont traversé les siècles. Et attention, ce n'est pas moi qui les ai inventées. Elles proviennent d'un authentique livre de cuisine du XIIIe siècle. On va décrypter ensemble ces techniques ancestrales et essayer de comprendre comment les cuisiniers de l'époque créaient ces merveilles sans batteur électrique ni four à chaleur tournante. Imaginez un peu la scène. Pour préparer le khabis, il fallait d'abord s'armer de patience. La première recette nous parle de gruau de blé, qu'on laissait tremper dans l'eau pendant 2 jours. Ensuite, on le frottait à la main jusqu'à obtenir une sorte de crème épaisse, l'essence même du grain. Cette crème était ensuite versée sur une poêle en fer bien chaude, enduite de cire d'abeille, pour former de fines galettes presque transparentes. Chaque galette était retirée délicatement, puis séchée au soleil sur un tamis. Un travail d'orfèvre, vous ne trouvez pas? Une fois ces feuilles issues de khabis bien sèches, l'aventure continue. On faisait chauffer du beurre clarifié, qu'on appelait smen, et on y plongeait les galettes. Le texte dit qu'elles devaient en remonter immédiatement à la surface, signe de leur parfaite cuisson. Ensuite, on les égouttait et on les émiettait finement à la main, en les passant au tamis pour obtenir une poudre délicate. Cette poudre, c'était le cœur de notre dessert. Ça me fait penser un peu à la préparation de certaines pâtisseries modernes très techniques, mais avec les moyens du bord de l'époque. C'est fascinant de voir cette ingéniosité. Maintenant, passons à la partie la plus gourmande, l'assemblage. On prenait du bon miel, pas trop foncé, et on le mélangeait avec des blancs d'œufs. Le tout était battu et cuit à feu doux jusqu'à ce que ça épaississe. C'est une sorte de nougat ou de meringue à l'ancienne, en fait. Une fois ce liant prêt, on y ajoutait la poudre de khabis qu'on avait si patiemment préparée, ainsi qu'une touche de poivre. Oui, du poivre. Les saveurs sucrées épicées étaient très prisées à l'époque. On remuait le tout sur le feu pendant 1 heure avant de laisser refroidir. Le résultat devait être une confiserie dense, parfumée, riche, un vrai trésor culinaire. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le livre de cuisine nous offre plusieurs variantes, signe que le khabis était un plat très populaire. Une autre méthode, peut-être un peu plus rapide, utilisait de l'amidon pour créer les feuilles fines, un peu comme on ferait aujourd'hui pour des nems ou des feuilles de briques. Ces feuilles étaient liées séchées, puis frites dans de l'huile douce jusqu'à devenir croustillantes. Pendant ce temps, on préparait un sirop de miel bien concentré. Dès que les miettes frites étaient égouttées, encore toutes chaudes, on les jetait dans le miel bouillant. On mélangeait énergiquement jusqu'à obtenir une pâte homogène. Pour la touche finale, on pouvait y ajouter des amandes, et même colorer le tout avec du safran, pour un effet visuel spectaculaire. Une troisième recette, encore différente, nous propose une approche qui ressemble plus à une sorte de bouillie ou de porridge de luxe. On mélangeait une part de miel pour 3 parts d'eau, on faisait bouillir, on écumait, puis on parfumait avec du safran, de la cannelle, du poivre et même du nard, une plante aromatique très précieuse. Dans ce sirop parfumé, on versait de la semoule fine en pluie, tout en remuant, jusqu'à obtenir une consistance bien épaisse. On arrosait ensuite le tout d'huile, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que la semoule soit bien imprégnée et se mette à la rejeter, comme dit le texte. C'est une technique de cuisson très spécifique qui devait donner une texture à la fois fondante et riche. Ces recettes nous montrent à quel point la pâtisserie médiévale était sophistiquée. Loin de l'image d'une cuisine grossière, on découvre un monde de textures, de saveurs complexes et de techniques précises. L'utilisation de la cire d'abeille pour graisser la poêle, le séchage au soleil, la friture, la cuisson dans le miel. Chaque étape était pensée pour atteindre un résultat parfait. Et l'importance des épices, comme le poivre ou le safran, nous rappelle que ces desserts n'étaient pas seulement sucrés, mais aussi incroyablement parfumés. Un vrai voyage pour les sens. Alors bien sûr, reproduire ces recettes à la lettre aujourd'hui serait un véritable défi. Rien que l'idée de faire tremper du gruau pendant 2 jours et de le frotter à la main. Mais on peut s'en inspirer. On pourrait par exemple utiliser des feuilles de briques ou de filo du commerce, les faire frire et les enrober dans un sirop de miel parfumé à la cannelle et au safran. On pourrait y ajouter des amandes grillées, des pistaches. Ça nous donnerait un aperçu de ce goût venu du fond des âges. Ce qui est merveilleux avec ces vieux grimoires de cuisine, c'est qu'ils ne sont pas juste des listes d'ingrédients. Ce sont des témoignages vivants.
Il nous raconte une histoire, celle des goûts d'une époque, du savoir-faire des artisans et du plaisir de partager un bon repas. Le cabi, c'était certainement un plat de fête, un dessert précieux conservé pour les grandes occasions. Et rien qu'en lisant ces lignes, on peut presque sentir l'odeur du miel chaud, des épices et des galettes qui dorent. J'espère que ce petit voyage dans le temps culinaire vous a plu. Ça vous donnerait envie de tester une version moderne du cabi? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations gourmandes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure historique et culinaire